tout le monde, merci de cette opportunité de vous présenter cette recherche. Mon nom est Rachida Bouid et j'ai le plaisir de vous présenter, certes à distance, oui, cette recherche en cours. En fait, elle va être déposée bientôt, qui s'intitule L'économie circulaire à l'épreuve de ses cadres théoriques, où j'analyse de façon critique les écoles de pensée et les tensions analytiques. Je pense pas que j'aurai le temps lors de la présentation d'arriver jusqu'aux perspectives de recherche, mais je ferai de mon mieux. Merci Raphaël pour votre présentation. En fait, donc je plonge tout de suite, je rentre dans les cercles et j'essaierai de ne pas trop bousculer, en fait, brasser la bouteille, mais bon. Donc le contexte de la recherche, comme nous le savons tous, l'économie circulaire est devenue un référentiel et depuis une quinzaine d'années, elle s'est imposée autant dans les politiques environnementales, les stratégies industrielles que dans les discours académiques relatifs à la transition écologique. Et l'économie circulaire est définie comme étant, comme nous le savons, n'est-ce pas, un système qui répond simultanément à des enjeux de la rareté des ressources, de réduction des déchets, de compétitivité économique et d'innovation territoriale. C'est ce qui émane, entre autres, de l'étude faite par Gesse-Doeffer et al. 2017. D'autres, comme Kushher, que ce soit dans et al. Dans leur étude 2017, mais 2018, et aussi 2023, qui considèrent l'économie circulaire comme un parapluie qui est mobilisé de différentes façons par différents acteurs. Et lorsqu'on regarde en fait les définitions de l'économie circulaire, les différentes définitions rendues à plus que de 220, en fait, ça nous laisse croire à une cohésion théorique le moindrement qu'on puisse dire. Cependant, un ensemble croissant de contributions critiques met en question, remet en question les présupposés normatifs de l'économie circulaire dominante. On constate par exemple que ces objectifs varient fortement, ces résultats empiriques sont contradictoires et ces critiques se tournent vers différentes disciplines pour expliquer ces divergences et souligne par exemple en fait que la circularité s'inscrit fréquemment dans une continuité avec la modernisation écologique et privilégiant l'optimisation, comme Raphaël l'a expliqué, des flux plutôt que la transformation des structures productives et des rapports sociaux. Par exemple, l'étude de Moreau et al. Souligne que les dimensions sociales et institutionnelles sont largement sous-intégrées, ce qui limite la portée réelle de l'économie circulaire, ou encore Savini 2023 qui nous dit que l'économie circulaire reste largement compatible avec une logique de croissance, ce qui questionne sa capacité à répondre aux contraintes biosphériques. Tout ça nous met en fait au moins face à un enjeu d'ordre épistémique qui pose des questions comme que désigne réellement, véritablement l'économie circulaire? Et peut-on parler d'un champ où l'on peut cumuler les connaissances? Donc, finalement, la diffusion rapide de l'économie circulaire produit un effet paradoxal. D'un côté, il y a apparence d'un consensus normatif élevé, il y a une quasi-unanimité sur l'objectif, tout le monde est d'accord sur la nécessité de dépasser le modèle linéaire, réduire les impacts environnementaux, fermer les boucles de matière et prolonger la durée de vie des ressources. Et ce consensus, oui, il facilite l'adoption de politiques, mais masque les divergences sous-jacentes. Et de l'autre côté, en fait, ces divergences analytiques, ils sont profondes et structurelles. Elles viennent du fait que les désaccords portent sur la nature même de la transition. Est-elle technique ou politique, incrémentale ou transformationnelle, locale ou systémique? Et ces divergences ne sont pas qu'empiriques, mais bel et bien théoriques. D'où les questions de recherche qui ont été formulées de la façon suivante. La question 1 qui concerne la structuration du champ. Quelles sont les approches qui traversent la littérature sur l'économie circulaire? Quel regroupement analytique en émerge?
Et la deuxième question qui est en lien avec les tensions analytiques, comment expliquer les divergences observées entre les approches et comment ces tensions peuvent-elles être surmontées? Est-ce qu'elles sont surmontables? Les objectifs de la recherche étaient de trois ou moins. Donc, le premier, identifier les écoles de pensée, donc repérer et nommer les grandes familles théoriques qui structurent les travaux académiques sur l'économie circulaire en allant au-delà des classifications disciplinaires classiques. Deuxième objectif, expliquer les hypothèses implicites, mettre en lumière donc les présupposés plutôt ontologiques, épistimiques et normatifs qui sous-tendent chaque école, souvent non formulés explicitement dans les textes analysés en passant. Le troisième objectif, mettre en évidence les tensions, donc cartographier les points de friction entre les approches afin de montrer que les divergences sont structurées analytiquement significatives et non un simple résultat de différences disciplinaires superficielles. La méthodologie qui a été choisie, adoptée, en fait, c'est une revue théorique interprétative critique. Pourquoi? Parce que ce type de revue vise la production de connaissances conceptuelles plutôt que l'agrégation des résultats empiriques. Et je vais essayer de passer vite par partir directement vers les résultats. On peut toujours revenir vers la méthodologie. J'ai suivi quand même les 6 étapes préconisé avec une dernière septième étape de synthèse et de modélisation. Mais j'y reviendrai en détail si vous le désirez par la suite. Donc, l'essentiel, c'est que 17, en fait, articles ont été sélectionnés et 3 thèses de doctorat pour pouvoir extraire en fait, faire la synthèse de tout ça pour parvenir à vous présenter ici donc avec en fait une grille d'analyse et tout ça pour arriver à ce corpus-là. Donc la première chose à constater dans le corpus, donc j'arrive au résultat, comme j'ai dit. Donc, la première chose à constater, c'est qu'il y a une variété de disciplines, ça c'est certain. Donc, l'économie circulaire fait appel à beaucoup de disciplines, que ce soit la sociologie des organisations, l'économie écologique, la géographie critique et même les études des sciences et technologies, donc les STS. Et tout le monde a son mot à dire finalement lorsqu'il s'agit de l'économie circulaire. Ensuite, le deuxième point à noter, c'est que malgré ces diversités, les textes permettent de partage des hypothèses en fait ontologiques et des références théoriques et des conclusions convergentes, ce qui a permis en fait de former des thématiques. Il est aussi important de remarquer, Raphaël l'a bien mentionné, il y a des zones d'ombre systématiques dont par exemple la faible prise en compte des populations marginales dans les transitions circulaires et une absence de perspective du Sud global. Il se dégage aussi de ce corpus que l'économie circulaire peut être considérée comme un objet normatif. Ce n'est pas un objet neutre, en fait. Analyser l'économie circulaire signifie ou égal à analyser les rapports de pouvoir qui traversent les divergences, les différentes visions, et aussi l'économie circulaire comme objet politique, puisque le corpus dégage le fait que les définitions de l'économie circulaire ne sont pas seulement scientifiques. L'économie circulaire, finalement, est éminemment politique. Les choix de définition entraînent des conséquences directes sur les politiques publiques, les régulations sectorielles et les instruments économiques mobilisés. Ici, les figures que je vous présente ici, en fait, représentent le cadre conceptuel, relationnel, schématisé de façon plus détaillée et explicite, mais aussi résumé dans le graphique de droite. Ce que le cadre a permis de faire en fait, a permis de tisser les liens de co-construction entre les régulations institutionnelles, les instruments techniques, les dynamiques territoriales et les contraintes matérielles.
Je vois que je reçois un message, je le vois pas bien. Je sais que le temps file. Donc, je, ce qui est important, en fait, donc, je vais essayer au moins de couvrir les écoles, ce que moi j'ai appelé écoles. Donc, la revue a surtout permis de construire les thématiques, comme j'ai dit, et je les ai appelées écoles. Pourquoi école de pensée? Pourquoi? Pour marquer les divergences entre les visions. Cela donne lieu à un cadre bidirectionnel de quatre écoles de pensée selon deux axes analytiques structurant les tensions théoriques du champ. L'axe horizontal schématise les types de transition allant d'incrémental à transformationnel et l'axe vertical représente le degré de politisation allant d'approche technocratique fonctionnelle, si on peut dire, à critique politique. Euh, la première école de pensée identifiée appréhende l'économie circulaire principalement comme un processus d'adaptation institutionnelle et organisationnelle qui est inscrit en fait dans la continuité des cadres économiques existants. Et cette approche largement dominante dans les revues de gestion, d'économie appliquée et d'analyse des politiques publiques est basée sur l'idée que la transition vers la circularité peut être pilotée par des incitations appropriés, des cadres réglementaires cohérents et des mécanismes de diffusion institutionnelle. Au cœur de cette école se trouve une conception incrémentale de la transition écologique et l'économie circulaire est envisagée comme un ensemble de pratiques susceptibles d'améliorer l'efficience des systèmes productifs sans remettre en cause les structures fondamentales du cadre industriel. Et si cette approche, en fait, l'approche institutionnelle de l'économie circulaire permet de documenter avec précision, en fait, les mécanismes d'adoption et de diffusion des pratiques circulaires, elle présente plusieurs limites, entre autres les limites analytiques structurantes, ou structurelles plutôt. Ici, je vais dans le cadran en haut à droite à la deuxième école et cette deuxième école-là de pensée postule en fait, adopte plutôt une posture résolument critique à l'égard de l'économie circulaire telle qu'elle est promue dans les politiques publiques et les discours dominants. À la différence de l'approche institutionnelle qu'on vient de voir, elle ne s'intéresse pas prioritairement aux conditions d'adoption des pratiques circulaires, mais à la cohérence normative et aux implications systémiques du référentiel circulaire. Donc, l'économie circulaire y est analysée comme un projet porteur d'une vision particulière de la transition écologique, inscrite davantage dans les cadres de la modernisation écologique que et du capitalisme industriel. Elle fait appel au concept de métabolisme social, n'est-ce pas, pour analyser les flux de matière et d'énergie qui soutiennent les systèmes sociotechniques. Et dans cette perspective-là, la circularité est problématisée non pas comme une fin en soi, mais comme une modalité particulière de gestion du métabolisme dont les effets dépendent des volumes absolus des ressources. Toutefois, son caractère souvent normatif et conceptuel peut conduire à une relative abstraction des contraintes organisationnelles et institutionnelles qui pèsent sur les acteurs. Il me reste pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? La Une troisième. minute, Rachida. Combien? Une minute. Une minute? Mais j'ai 13 minutes, ça compte. J'ai un timer aussi, mais bon, donc la Ah, troisième école, l'approche territoriale, c'est ce qui distingue, elle se distingue par son effort en fait pour créer des parallèles entre les ambitions normatives et les transitions circulaires. Elle est aussi largement exploitée. Elle a quand même une limite néanmoins en focalisant sur les dynamiques locales et intermédiaires. Cette école tend parfois à sous-estimer la force des déterminants structurels globaux, notamment les dynamiques macroéconomiques. Si vous me permettez, je vais quand même vous présenter la quatrième école. À mon sens, à moi, elle est très parlante. C'est celle du cadran gauche en haut. C'est l'école socio-technique. Et cette école-là
produites par des médiations cognitives, discursives et matérielles qui définissent les contours même de la circularité, à la différence des approches institutionnelles et territoriales qui tendent à présupposer l'existence d'objectifs relativement établis. Cette perspective interroge la manière en fait dont les problèmes, les solutions et les indicateurs de performance circulaire sont coproduits par des réseaux d'acteurs humains ou non humains finalement aujourd'hui avec les temps qui courent. Elle postule que en fait les dispositifs techniques, les méthodes de calcul, les standards et les infrastructures ne sont pas de simples outils neutres, mais des acteurs dotés d'une capacité à orienter les pratiques et à structurer en fait, les controverses et à répondre des compromis temporaires. Donc en fait, elle a quand même des limites. Par exemple, en fait, c'est par exemple, on prend l'analyse du cycle de vie qui sert à encadrer plutôt les processus. Donc, on la voit pas, on voit plus les outils comme étant neutres, on les utilise juste pour mesurer, mais comme des façons d'encadrer plutôt les processus décisionnels, rendant visibles certains flux et invisibilise du même coup d'autres flux. Donc, au moins, j'étais capable de vous présenter les quatre écoles. Mais c'est ça. Donc, ma présentation est assez dense. J'ai beaucoup à dire, mais voilà, j'espère que quand même, je vous ai donné quelques idées globales. Merci, Rachida. Voilà. Est-ce que je Alors, il nous reste 3 minutes, 4 minutes, on me dit, pour les questions. Est-ce que D'accord. quelqu'un voudrait adresser une question à Rachida? Oui. Eh bien, bonjour, Rachida, François Lavelle, UDL. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu entends? Oui, j'entends François, j'entends très bien. Distingue l'école socio-technique de l'école institutionnelle. Alors que peut-être il y a davantage de liens à faire entre les deux. Est-ce que les institutions, par exemple, au niveau de l'analyse du cycle de vie ou d'autres outils comme celui-là, ne sont pas justement des outils qui s'institutionnalisent et qui font aussi font partie, qui peuvent être expliqués, leur adoption peut être expliquée par l'école institutionnelle. Alors de vouloir distinguer en tout cas, il me semble que de distinguer les deux écoles est peut-être intéressant d'une perspective théorique, mais les mixer peut l'être davantage si on veut comprendre l'adoption. Alors, qu'est-ce qui explique l'adoption des cycles de vie? Qu'est-ce qui explique l'adoption d'autres outils? C'est en particulier ces institutions-là qui influencent ces adoptions-là. Alors, je vais peut-être t'entendre sur cette idée-là de mixité entre les perspectives. Euh, J'essaie juste d'aller jusque-là. En fait, l'une des choses qui a été OK. c'est ça, c'est surtout ce maillage-là des théories, des hiérarchisation des apports, le fait de vouloir distinguer les écoles pour comprendre ce qui sous-entend chacune des écoles, comment est-ce qu'on part le point de départ des réflexions n'élimine aucune des écoles. En fait, elles sont importantes les unes et les autres, n'est-ce pas? L'approche institutionnelle fournit des outils d'analyse, des mécanismes de diffusion, de stabilisation et de légitimation des pratiques circulaires. Et les approches sociotechniques et performatives jouent un rôle décisif dans la déconstruction en fait des évidences analytiques. Donc en fait, elles s'imbriquent, elles sont importantes. Ce que j'essaie de faire à travers cet article-là, c'est en fait rendre évidentes ces différences pour chercher la complémentarité aussi et que à chaque fois, pourquoi pas je veux dire, les chercheurs doivent se prononcer. En fait, ce que je cherche, c'est rendre évident, rendre visible, être conscient de ces implications et en parler de façon plus ouverte pour chercher la complémentarité au lieu de que chacun reste sur ses positions sans nécessairement regarder ce qui se passe ailleurs et l'importance de ce qui se passe ailleurs. D'où l'intérêt en fait du colloque et de parler des aspects sociaux entre autres.
Je ne sais pas, François, si j'ai répondu à la Merci. question. Merci. Merci. Merci, Rachida. Bienvenue. Une petite question encore, vas-y, Fanny. Merci beaucoup, Rachida. Fanny Tremblay-Racicot. Je trouve que c'est une contribution vraiment intéressante parce que ça permet de situer les différentes approches. Par contre, je m'interroge sur l'axe politique parce que si tu regardes l'institutionnalisme puis le néo-institutionnalisme économique, notamment avec les instruments d'éco-fiscalité qui sont plus coercitifs, ben c'est un processus éminemment politique. Puis je pense que c'est bon d'avoir une certaine typologie, mais je pense que dans l'article, tu pourrais avoir une conversation sur le fait que il peut y avoir disons, c'est un continuum, là, que selon les approches, selon les auteurs, on peut être plus ou moins politique, là. Parce que là, tu as mentionné l'institutionnalisme sociologique, mais il y a aussi l'institutionnalisme historique, économique, qui peuvent être plus politiques, là. Merci Fanny pour la question. Effectivement, tout à fait. Peut-être que je suis consciente que j'ai pris des raccourcis des fois pour pouvoir comprendre en fait ce qui se trame. Pour moi, depuis que je suis arrivée à étudier ce champ, je n'ai que des interrogations les unes après les autres. Et donc, c'est ça, dans cette étude-là, j'ai essayé de ramasser tout ça ensemble sans nécessairement être l'experte d'aucun des champs. Donc, c'est sûr que si j'ai des experts qui veulent bien se joindre à moi et essayer de réfléchir, en fait, prendre ce recul-là avec leur expertise et ainsi de suite, je n'en serais qu'heureuse et contente de pouvoir compléter, en fait, la vision parce que probablement, en fait, l'une des limites, c'est ça, une des limites au moins, l'une des limites est le manque d'expertise nécessaire pour aller au cœur du sujet. Donc, voilà. Merci, Rachida. Merci énormément. C'est dommage que tu sois pas avec nous pour poursuivre cette discussion parce que vraiment, c'était super intéressant d'avoir cette map théorisée. Très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci à vous.